La lumière blafarde de l'écran du moniteur cardiaque jetait une lueur froide sur le visage inerte de Julien. Le souffle régulier, presque mécanique, dicté par les machines, était devenu depuis 5 semaines la seule voix de l'homme qu'elle aimait. Claire Moreau, 36 ans, assise dans le vieux fauteuil à côté du lit, regardait fixement les draps tirés sur le corps de son mari. Il semblait dormir, mais ce n'était pas un sommeil ordinaire. C'était un puits sans fond, un coma sans promesse. Un silence sans réponse. Les murs de la chambre 312 du centre hospitalier de Lyon-Sud lui étaient désormais aussi familiers que ceux de leur appartement du Vieux-Lyon. Elle connaissait chaque son du couloir, le cliquetis de la machine à café du poste infirmier, les pas pressés des internes, les soupirs de fatigue des aides-soignantes à la fin de la nuit. Tout ici portait l'empreinte de l'attente. Julien avait eu un accident de vélo en rentrant du travail, un jeudi après-midi. Une voiture l'avait percuté à une intersection. Trauma crânien sévère. Les premières heures avaient été critiques. Puis, contre toute attente, son état s'était stabilisé. Mais il ne s'était jamais réveillé. Au début, Claire était restée chaque nuit, persuadée que son amour suffirait à le ramener. Elle lisait à voix haute, lui parlait, passait de la musique. Puis, au fil des jours, l'espoir avait fondu. Pas d'amélioration, pas de réveil. Seulement des comptes rendus médicaux de plus en plus impersonnels. Le docteur Lemoine, la neurologue en charge du dossier, lui avait répété, avec douceur mais fermeté, que certaines comas pouvaient durer des mois, parfois plus. Il fallait attendre. Mais ce soir-là, quelque chose en elle avait changé. Une fissure invisible dans la routine, une voix intérieure qui murmurait que cette visite devait être la dernière. Claire avait caressé la main de Julien comme chaque soir. Elle avait appuyé ses lèvres contre son front, chaud mais absent. Puis, les yeux embués, elle avait prononcé des mots qu'elle n'avait jamais osé dire jusqu'ici. « Je ne reviendrai peut-être pas demain. Je ne sais pas si tu peux m'entendre, mais je ne peux plus continuer ainsi, Julien. Je t'aime, mais je dois recommencer à vivre. » Elle n'avait pas pleuré tout de suite. Elle était restée un moment debout, à le regarder, à graver dans sa mémoire les moindres traits de son visage. Puis elle avait tourné les talons lentement et quitté la chambre. Les pas dans le couloir semblaient peser une tonne. Elle avait croisé une infirmière qui lui avait souri poliment, sans s'arrêter. Lorsqu'elle atteignit l'ascenseur, les larmes finirent par couler. Pas bruyamment, pas hystériquement. Une peine silencieuse, presque honteuse. Elle se sentait coupable, comme si renoncer à rester signifiait renoncer à lui. Mais elle n'avait plus de force. Il fallait qu'elle parte. L'ascenseur mettait du temps à arriver. Claire essuya son visage avec un mouchoir froissé dans sa poche. Elle entendit alors 2 voix derrière elle, 2 femmes parlant à voix basse. Elle se figea, non par curiosité, mais parce qu'un nom, prononcé dans un souffle, la heurta de plein fouet. La femme de Moreau. Je ne sais pas comment elle ne s'est pas rendue compte. Chut, tais-toi. S'il y a bien un truc qu'on ne devrait pas évoquer ici, c'est ça. Surtout pas dans ce couloir. Je sais, mais il n'aurait jamais dû rester dans cette chambre. S'il découvre, ça va exploser. Et elle va être détruite. Le cœur de Claire s'arrêta presque. Le souffle coupé, elle resta immobile, dos aux infirmières. Elle ne l'avait pas vue. Le couloir était faiblement éclairé et elle était dans l'ombre de la colonne près de l'ascenseur. Les 2 femmes passèrent à côté d'elle sans ralentir, murmurant encore quelques mots indistincts avant de tourner au coin du couloir. Claire ne bougea pas. Les larmes s'étaient arrêtées. Son esprit, lui, s'emballait. Qu'avait-elle voulu dire? Il n'aurait jamais dû rester dans cette chambre? Elle ne s'est pas rendue compte? Était-ce de Julien qu'elle parlait et pourquoi elle serait détruite si elle découvrait quelque chose? Le couloir semblait soudainement plus étroit, l'air plus lourd. Une alarme de perfusion retentit quelque part à l'étage, brisant le silence. Mais Claire ne bougea pas. Son regard fixé sur le vide, elle sentait naître en elle quelque chose de nouveau. Une tension, un doute, une peur et une détermination. Elle ne pouvait pas partir. Pas maintenant. Pas après ce qu'elle venait d'entendre. Elle inspira profondément, tourna lentement sur ses talons et fit demi-tour vers la chambre 312. Ce n'était plus un adieu. C'était le début d'une question qui allait la hanter jusqu'à ce qu'elle obtienne une réponse. Les pas de Claire résonnaient à peine sur le linoléum du couloir, alors qu'elle avançait lentement vers l'embrasure de la porte qu'elle venait tout juste de franchir. Quelques minutes plus tôt, elle avait décidé de ne plus revenir.
Mais ce qu'elle venait d'entendre remettait tout en question. La voix tremblante des deux infirmières ne cessait de résonner dans sa tête. Il n'aurait jamais dû rester dans cette chambre. Si quelqu'un découvre ça, tout va exploser. Et elle va être la plus touchée. Elle, Claire. Cela ne faisait aucun doute. C'était d'elle qu'elle parlait. Et il, c'était Julien. Dans son ventre, un nœud se formait. Une angoisse différente de celle des dernières semaines. Ce n'était plus la peur de perdre son mari. C'était la sensation brutale d'avoir été tenue à l'écart de quelque chose d'essentiel, d'un mensonge, d'un secret. Et pire encore, peut-être d'une manipulation. La douleur familière de l'impuissance face à l'état de Julien se transformait peu à peu en une forme de colère silencieuse, une rage glacée. Si quelque chose avait été fait à Julien, si on lui cachait une partie de la vérité, elle devait le savoir. De retour devant la porte de la chambre 312, elle s'arrêta hésitante. À l'intérieur, le silence semblait intact, le même que celui qu'elle avait quitté quelques minutes plus tôt. Pourtant, le regard qu'elle portait sur cet espace avait changé. Ce n'était plus un sanctuaire de patience et d'attente, c'était une scène potentielle, le lieu d'un événement dissimulé, d'une vérité invisible à l'œil nu. Elle entra, referma doucement la porte derrière elle et resta immobile quelques secondes, les yeux posés sur Julien. Rien ne semblait différent. Les machines clignotaient doucement, émettant leurs signaux sonores réguliers. Le souffle mécanique restait constant. Julien toujours immobile, toujours absent. Mais désormais, Claire n'y voyait plus la simple image d'un homme entre la vie et la mort. Elle y voyait un mystère. Son regard se posa instinctivement sur la petite tablette au pied du lit, celle où l'on déposait parfois le dossier patient ou les notes du personnel soignant. Ce soir-là, un écran restait allumé, discret mais visible. Un terminal médical, accessible par badge électronique. Elle s'en approcha, le cœur battant, n'ayant pas encore pleinement décidé de ce qu'elle allait faire. Le système était resté ouvert. Un oubli, une négligence ou un hasard providentiel? Elle ne se posa pas de questions. Ses doigts se déplacèrent rapidement vers la souris et elle fit défiler les informations à l'écran. À première vue, rien d'étonnant. Nom, Moreau, Julien. Âge, 38 ans. Date d'admission, il y a 5 semaines. Diagnostic, traumatisme crânien, coma post-traumatique. Mais plus elle avançait dans les pages, plus des détails lui semblaient étranges. D'abord une série d'examens médicaux dont elle n'avait jamais entendu parler. Des tests neurologiques codés, des acronymes obscurs, des mentions de substances qu'elle n'avait jamais vues dans les bilans précédents. Ensuite, des incohérences dans les dates. Certains soins semblaient avoir été administrés à des moments où elle se trouvait dans la chambre. Et pourtant, elle n'avait rien vu. Et puis il y avait ce nom, inscrit à plusieurs reprises dans les annotations cliniques, Dr Tissot. Jamais elle n'avait entendu ce nom dans les briefings médicaux. Jamais il n'avait été mentionné lors des réunions avec l'équipe. Julien n'était suivi que par la docteure Lemoine et ses 2 assistants. C'était ce qu'on lui avait dit, ce qu'elle croyait. Sans réfléchir, Claire sortit son téléphone portable et photographia les écrans les uns après les autres. Les pages du dossier, les courbes de variation, les annotations étranges. Puis elle éteignit discrètement l'écran et recula, essayant de contrôler les battements désordonnés de son cœur. Tout son corps tremblait légèrement, mais ce n'était plus de chagrin. C'était d'un doute profond, dévorant, impossible à ignorer. Elle s'approcha de Julien, le regarda longuement. Son visage était paisible, comme toujours. Mais cette paix, désormais, semblait fausse. Derrière cette apparente tranquillité, il y avait autre chose. Un contexte caché, peut-être même une intention. Une question s'imposa à elle, brutale. Et si Julien n'était pas là où il devait être? Et s'il avait été déplacé, manipulé, traité sans son consentement? Elle revit les paroles de l'infirmière. Il n'aurait jamais dû être dans cette chambre. Était-ce une erreur médicale? Une négligence? Ou pire? Elle quitta la chambre aussi discrètement qu'elle y était entrée. Dans le couloir, les lumières nocturnes du service clignotaient faiblement. Un calme trompeur régnait. Personne ne semblait avoir remarqué son retour. Elle marcha lentement, le téléphone serré dans sa main, les photos comme preuve d'une vérité encore floue. En sortant du bâtiment, l'air de la nuit la frappa au visage. Le froid lui fit du bien. Il la réveilla. Ce qu'elle venait de découvrir n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une erreur bénigne.
Quelque chose de plus vaste, de plus inquiétant était à l'œuvre, et elle se retrouvait au centre d'une énigme qu'elle n'avait jamais voulu explorer. Dans la voiture, elle resta un long moment sans bouger. Le regard perdu dans la nuit lyonnaise, elle comprenait que ce qu'elle croyait être la fin d'un chapitre, l'acceptation de l'état de Julien, n'était en réalité que le début d'une autre histoire. Une histoire bien plus trouble, bien plus dangereuse. Elle ouvrit l'album photo de son téléphone et fit défiler les images capturées quelques minutes plus tôt. Sur l'une d'elles, une ligne attira immédiatement son attention. Suivi recommandé par le docteur Tissot. Protocole secondaire enclenché, statut expérimental. Elle relut plusieurs fois ces mots sans réussir à en saisir tout le sens. Protocole expérimental? Julien avait-il été impliqué dans une forme d'essai médical? Pourquoi personne ne lui avait jamais parlé de cela? Et surtout, pourquoi ce nom Tissot revenait-il alors qu'il n'avait jamais fait partie du dossier connu? Une autre question plus insidieuse s'insinua dans son esprit. Et si Julien avait su quelque chose avant son accident? Et s'il avait cherché à lui cacher quelque chose? Ce n'était pas un homme secret. Mais récemment, elle avait senti en lui une tension. Il y avait eu cette période étrange, quelques semaines avant l'accident, où il semblait préoccupé, parfois distant. Elle avait mis cela sur le compte du travail. Mais aujourd'hui, elle n'en était plus sûre. Claire savait désormais une chose avec certitude. Elle ne pouvait pas se contenter d'attendre au chevet de Julien. Il lui fallait des réponses. Elle ne savait pas encore par où commencer, ni jusqu'où cela l'amènerait. Mais ce nom, Tissot, devenait la clé de tout. Celui qu'elle n'avait jamais entendu, celui qui n'apparaissait dans aucun échange officiel, mais dont l'ombre semblait planer sur chaque ligne du dossier médical. Dans le calme oppressant de la nuit, garée face au bâtiment où reposait son mari, Claire décida qu'elle ne dormirait pas. Pas ce soir. Elle allait commencer à chercher. Elle allait découvrir qui était ce docteur Tissot, ce qu'il avait fait à Julien, et pourquoi tout cela lui avait été caché. Car une chose était certaine, ce que les infirmières avaient murmuré n'était pas une erreur, c'était une alerte, et elle allait suivre cette piste, coûte que coûte. La nuit était avancée lorsqu'elle décida de revenir sur ses pas. Garée à quelques mètres de l'entrée secondaire du centre hospitalier, Claire regardait l'horloge digitale de son tableau de bord, comme si les minutes pouvaient lui souffler quoi faire. 2 heures qu'elle faisait défiler les photos du dossier médical sur son téléphone. 2 heures à relire cette ligne absurde. Statut expérimental, suivi du nom du docteur Tissot. Rien ne collait. Et plus elle lisait, plus le malaise grandissait. Elle n'avait rien dit à personne, ni à sa sœur, ni à ses collègues de la bibliothèque municipale, ni à ses rares amis. Ce qu'elle venait de découvrir était encore trop flou, trop fragile. Un faisceau de doutes, mais aucune certitude. Pourtant, quelque chose grondait en elle. Une détermination nouvelle, froide et méthodique. Elle ne pouvait plus simplement attendre. Elle devait chercher. Prétextant avoir oublié son portefeuille, Claire retourna dans le bâtiment principal. Il était presque minuit. L'accueil de nuit était désert, et personne ne lui demanda rien lorsqu'elle franchit les couloirs assombris du service neurologique. Son badge de visite était encore accroché à sa veste. Elle s'approcha discrètement de la chambre 312. Rien n'avait bougé. Les lumières étaient tamisées. Julien, toujours immobile. Mais elle n'était pas venue le voir cette fois. Elle était venue pour comprendre. À quelques pas de là, une petite salle de garde restait souvent ouverte pour les internes de nuit. Elle s'y faufila, retenant sa respiration, et trouva, comme espéré, un poste informatique allumé, mais verrouillé. Une clé d'accès traînait sur le bureau, laissée sans surveillance. Claire hésita, mais la peur de l'inaction fut plus forte que celle d'enfreindre les règles. Elle inséra la clé et accéda au système médical central. Elle chercha le dossier de Julien. Nom, prénom, date de naissance. Le profil apparut en quelques secondes. Ce qu'elle vit dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. 2 versions différentes du dossier médical, 2 historiques. L'un, celui auquel elle avait toujours eu accès, propre, cohérent, sans surprise. L'autre, beaucoup plus complexe, contenait des annotations codées, des remarques faites à des heures où elle était présente, mais dont personne ne l'avait informée. Un passage attira son attention. Il portait la date de 8 jours après l'accident de Julien. Déplacement temporaire, unité secondaire, test de réponse neuroélectrique, en attente du retour du docteur Tissot. Aucun compte-rendu ne mentionnait cette unité secondaire. Et surtout,
Elle n'avait jamais été prévenue que Julien avait été déplacé. Elle se souvenait précisément de cette journée. Elle était restée des heures à ses côtés, croyant qu'il n'avait pas bougé. Tout avait semblé normal. Mais selon ce document, son mari n'était même pas dans sa chambre pendant une partie de la journée. Claire accéléra la recherche. Une série d'examens portèrent la signature électronique de Tissot. Elle cliqua sur son nom, espérant obtenir une identification, un profil. Une seule ligne apparut. Intervenant externe, autorisation temporaire, validité expirée. Pas de prénom, pas de service affilié, rien. Comme s'il s'agissait d'un fantôme, présent puis effacé. Elle copia tout. Les captures d'écran, les relevés d'horaires, les notes manuscrites scannées dans le système. Certaines étaient même marquées « confidentiel, accès restreint ». Mais l'interface ne semblait pas restreindre l'accès réel à ces fichiers depuis la clé insérée. Plus elle lisait, plus l'image se précisait. Julien avait été impliqué, sans qu'elle ne le sache, dans une forme de traitement parallèle, possiblement non autorisé, dirigé ou au moins supervisé par ce mystérieux Tissot. Un autre détail la glaça. L'analyse d'un test réalisé 14 jours après le début du coma mentionnait une réponse cérébrale atypique, nécessitant une réévaluation de l'état de conscience. Ces mots secs et techniques cachaient une implication terrible. Julien avait peut-être montré des signes de conscience, et cela ne lui avait jamais été communiqué. Claire recula lentement de l'écran. Sa gorge était sèche, l'air de la pièce irrespirable. Elle rangea précipitamment les fichiers sur une clé USB qu'elle avait dans son sac, effaça les traces de sa session et quitta la salle sans un bruit. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle franchissait à nouveau le couloir principal. Elle n'avait croisé personne. La chance ou le désintérêt du personnel de nuit l'avait protégée pour l'instant. De retour dans sa voiture, elle inséra la clé dans son ordinateur portable et lança une copie de sécurité. Son esprit bouillonnait. Le nom du docteur Tissot devenait central. Mais ce qui la hantait plus encore que la manipulation potentielle, c'était l'idée qu'on lui ait volontairement caché une réaction de Julien. Si ce test disait vrai, alors il y avait eu un moment, un seul peut-être, où il avait tenté de revenir. Et ils avaient gardé cela secret. Pourquoi? Elle ouvrit un navigateur et lança une recherche sur le nom « Docteur Tissot Lyon Neurologie ». Plusieurs résultats apparurent, mais aucun ne semblait correspondre. Pas de page officielle, pas de lien avec l'hôpital. Un article attira néanmoins son attention. Une publication datée d'il y a 2 ans, sur un forum médical, mentionnait un certain docteur Antoine Tissot, ancien neurologue à l'hôpital de Lyon-Sud, suspendu pour avoir utilisé des protocoles non validés dans le cadre de recherches sur la conscience résiduelle. Elle cliqua. L'article était court mais glaçant. Il parlait de traitements expérimentaux appliqués à des patients en état végétatif, sans l'accord formel des familles et même parfois sans approbation administrative. Des tests intrusifs, borderline, conduits en collaboration avec une clinique privée de la région Rhône-Alpes. Aucun nom de patient n'était mentionné, mais l'affaire semblait avoir été étouffée. Le nom du médecin avait disparu des bases officielles. Claire s'adossa à son siège. La pluie commençait à tomber doucement sur le pare-brise, comme pour souligner l'absurdité de ce qu'elle venait de découvrir. Elle ferma les yeux un instant, tenta de calmer sa respiration. Son mari n'était pas seulement victime d'un accident, il était peut-être devenu, à son insu et au sien, un sujet d'expérimentation. Le silence du personnel, les anomalies dans les dossiers, le nom rayé d'un médecin disparu, tout cela n'était plus un enchevêtrement de coïncidences. C'était un système. Et elle venait d'en entrouvrir la porte. Claire n'était plus tout à fait la même, depuis qu'elle avait découvert les dossiers médicaux parallèles et le nom du docteur Tissot. Le lendemain, à la bibliothèque, elle était restée distante, absorbée, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que ce qu'elle avait lu, vu, déchiffré pendant la nuit. Les sourires de ses collègues, les demandes des lecteurs, même les bruits familiers de son lieu de travail semblaient lointains, comme s'ils appartenaient à une autre vie. Elle répondait mécaniquement, accomplissait ses tâches sans réfléchir, mais une seule idée occupait son esprit. Découvrir ce qu'il s'était réellement passé avec Julien. En quittant son poste en fin d'après-midi, elle ne rentra pas chez elle. Au lieu de cela, elle fit quelques courses essentielles, une bouteille d'eau, quelques barres énergétiques, du café en canette, et se dirigea vers l'hôpital. Cette fois, elle n'avait pas l'intention de rester dans la chambre. Elle voulait observer.
discrètement. Comprendre ce qui se passait vraiment pendant la nuit, lorsque les couloirs se vidaient et que plus personne ne semblait regarder. Le parking était silencieux lorsqu'elle y arriva, vers 22 heures. Elle choisit une place reculée, d'où elle pouvait voir une partie de l'aile où se trouvait la chambre 312. Elle coupa le moteur, baissa légèrement son siège et s'installa avec une couverture légère qu'elle gardait toujours dans le coffre. Le ciel était dégagé, l'air frais. Lyon de nuit semblait paisible, loin des mystères qui l'oppressaient. Les heures passèrent lentement. Elle observa les lumières des étages s'éteindre progressivement. À minuit, seuls quelques éclairages de sécurité restaient invisibles. 2 infirmières sortirent fumer à l'arrière du bâtiment. Puis plus rien. Un calme étrange, presque inquiétant. Claire luttait contre la fatigue, buvait une gorgée de café toutes les 15 minutes, notait l'heure de chaque mouvement suspect. Mais jusqu'à 2 heures du matin, rien ne se produisit. Elle commençait à se demander si sa démarche n'était pas vaine, si son imagination n'avait pas gonflé les événements de la veille, lorsqu'elle aperçut un mouvement. Un homme venait d'entrer discrètement par la porte arrière de l'aile neurologique. Il ne portait pas de blouse blanche, pas d'uniforme médical identifiable, juste une veste sombre, un pantalon noir, des chaussures discrètes. Il avançait avec assurance, sans hésiter, comme quelqu'un qui savait exactement où aller. Claire se redressa, les yeux fixés sur lui. Il n'était pas grand, mais il avait une posture droite, presque rigide. Il portait un petit sac en bandoulière. Il n'était accompagné de personne. Elle consulta sa montre. Il était 3 heures du matin. L'homme franchit la porte de service qui se referma derrière lui avec un léger bruit métallique. Elle se précipita hors de la voiture, longea les haies et s'approcha du bâtiment autant que possible sans être vue. Il y avait une fenêtre à hauteur du sol, partiellement dissimulée derrière un buisson. Elle se baissa et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Elle reconnut le couloir, celui qui menait à la chambre de Julien. Quelques minutes plus tard, elle le vit. L'homme marchait lentement dans le couloir, jeta un rapide regard autour de lui, puis entra dans la chambre 312. Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle avait eu raison. Il se passait bien quelque chose. Julien n'était pas simplement laissé en observation passive, comme on le lui avait toujours dit. Elle resta là, recroquevillée dans l'ombre, pendant 20 longues minutes. L'homme ne ressortait pas. À l'intérieur, tout semblait silencieux. Elle ne voyait ni lumière clignoter, ni silhouette bouger. Juste l'attente. Quand il ressortit enfin, son visage était différent. Il n'avait plus l'assurance de l'entrée. Son regard était soucieux, sa démarche plus rapide. Il jetait des coups d'œil fréquents derrière lui. Il disparut aussi vite qu'il était venu, quittant l'aile par la même porte dérobée. Claire resta figée quelques secondes, le souffle court. Elle ne savait pas ce que cet homme avait fait à l'intérieur, mais elle savait qu'il n'était pas censé être là. Aucun médecin ne rendait visite à un patient en coma à 3 heures du matin, sans dossier, sans équipe, sans prévenir la famille. Ce n'était pas un acte de soin, c'était une intervention secrète. À l'aube, Claire entra dans l'hôpital par l'entrée principale, comme une simple visiteuse. Elle salua poliment l'agent de sécurité, monta les escaliers et se dirigea vers la chambre. Personne ne semblait remarquer son arrivée. Elle ouvrit doucement la porte, s'approcha du lit. Julien était toujours là, toujours silencieux. Mais quelque chose avait changé. Elle ne saurait dire quoi exactement. Peut-être la couleur de sa peau, légèrement plus rosée. Ou bien l'expression de son visage, un peu moins tendu. Mais surtout, il y avait ses mains. La main droite qu'elle tenait chaque jour était posée différemment, moins rigide, plus détendue. Claire la prit dans la sienne. Rien ne bougea. Elle resta ainsi plusieurs minutes, à guetter un frémissement, un mouvement, une réaction. Puis elle sentit un léger frisson, une pression infime, presque imperceptible. Elle sursauta, recula d'un pas, puis revint, reprit la main. Le mouvement se reproduisit. Pas un réflexe nerveux, pas une contraction musculaire aléatoire. Une pression douce, fugace, comme une tentative de réponse. Elle appuya sur le bouton d'appel. Une infirmière arriva rapidement et Claire tenta d'expliquer ce qu'elle venait de ressentir. L'infirmière, visiblement habituée à ce type d'alerte de proches en détresse, lui répondit avec bienveillance que ces micro-mouvements étaient fréquents, souvent dénués de signification neurologique. La docteure Lemoine fut informée plus tard dans la matinée, et elle vint elle-même constater l'état de Julien.
Après un rapide examen, elle conclut que l'état restait stable et que les réactions observées étaient certainement des réflexes involontaires. Claire acquiesça, mais ne dit rien de ce qu'elle avait vu pendant la nuit. Elle ne parla pas de l'homme mystérieux ni de la visite non autorisée. Elle ne montra pas les vidéos prises avec son téléphone, discrètement enregistrées depuis l'extérieur. Elle comprit que désormais, elle devait choisir soigneusement ce qu'elle révélait. Elle observa le moniteur cardiaque. Un détail attira son attention, une variation inhabituelle du rythme, survenue précisément à 3h13. Une accélération brève, suivie d'un retour à la normale. Elle nota l'heure. Cela correspondait exactement à la période où l'homme se trouvait dans la chambre. Elle se tourna vers Julien. Son visage était toujours impassible. Mais Claire savait maintenant qu'il n'était pas seul dans ce coma. Quelque chose s'agitait dans son corps, dans son cerveau, dans son silence, et elle était bien décidée à découvrir ce que c'était. Claire était restée auprès de Julien tout le reste de la matinée, sans s'éloigner un seul instant. Elle avait relu ses notes, revu les images capturées la nuit précédente, repassé dans sa tête chaque détail du passage de l'homme inconnu. Mais rien ne la troublait autant que ce qu'elle avait ressenti quand elle avait tenu la main de son mari. Ce léger frémissement, cette pression presque consciente. Depuis le début du coma, Julien n'avait montré aucune réaction. Pas un clignement d'œil, pas une crispation de doigts, rien. Mais là, au moment même où ce visiteur inconnu avait quitté la chambre, il y avait eu ce mouvement. Et même si l'équipe médicale insistait sur le caractère involontaire de tels gestes, Claire ne parvenait pas à s'en convaincre. Ce n'était pas une illusion, ce n'était pas un besoin désespéré de croire. C'était un instant bref, réel, tangible. Quelque chose s'était passé. Elle s'assit à nouveau à côté du lit, prit la main de Julien entre ses paumes. Elle la serra doucement, observant ses traits, retenant son souffle. Rien ne se produisit. Le silence était complet. Le moniteur cardiaque émettait ses bips réguliers, sans variation. Elle attendit, encore, sans bouger. Rien. Elle reposa la main de Julien sur le drap et détourna les yeux, frustrée. Mais lorsqu'elle regarda l'écran, une légère augmentation des battements cardiaques apparut. Une hausse subtile, mais perceptible. Le rythme s'était élevé de façon brève, avant de redescendre. Claire se leva, s'approcha du moniteur. Elle nota l'heure, 3h13, exactement le même horaire que la veille, au moment où le visiteur mystérieux était entré dans la chambre. Ce n'était plus une coïncidence. Elle ouvrit l'application de santé qu'elle avait installée pour suivre les constantes de Julien. Elle compara les données des jours précédents. Rien d'inhabituel. Mais dans la nuit, une irrégularité apparaissait nettement. Une variation de rythme, sans cause apparente. Et ce n'était pas la première fois. Elle identifia au moins 2 autres pics similaires survenus à des heures impossibles pour des interventions classiques. Quelqu'un venait rendre visite à Julien. Quelqu'un qu'on n'avait pas mentionné. Et ces visites provoquaient une réaction. Claire savait qu'elle devait agir avec méthode. Elle rassembla les données, les recoupa, créa un tableau chronologique. Elle classa les horaires, les images, les mouvements, les données biométriques. Elle cherchait un lien, une logique. Et toujours le nom du docteur Tissot revenait dans son esprit. Ce nom qu'on lui avait caché. Ce médecin effacé des bases officielles mais encore actif, clandestinement peut-être. Elle sortit son ordinateur portable, retourna sur les forums médicaux, relut les publications où le nom de Tissot apparaissait. Un commentaire attira son attention. Il venait d'un ancien interne en neurologie et racontait avoir entendu parler d'un certain Antoine Tissot, spécialiste en neuroplasticité et en état de conscience altéré. Il mentionnait brièvement une collaboration avec une clinique privée située dans les environs de Lyon sans en donner le nom. Mais surtout, il affirmait que Tissot avait développé un protocole expérimental censé stimuler les zones cérébrales dormantes à l'aide d'impulsions synchronisées, basées sur les réponses sensorielles résiduelles du patient. Claire relut la phrase plusieurs fois. C'était exactement ce qu'elle avait observé. Une réaction minime, mais réelle, suite à une interaction. Julien avait peut-être reçu une forme de stimulation à l'insu de tous. Et si ce protocole avait été appliqué à lui, sans autorisation, cela expliquerait les incohérences du dossier médical, les déplacements non déclarés, les annotations codées. Elle devait en savoir plus. Elle devait trouver ce Tissot.
Mais avant cela, elle devait confronter la docteure Lemoine. Elle avait confiance en elle jusqu'ici. C'était la responsable du service, celle qui lui avait toujours parlé avec humanité, avec clarté. Mais Claire ne pouvait plus accepter les demi-vérités. Elle prit rendez-vous pour la fin de l'après-midi. Lorsqu'elle entra dans le bureau de la neurologue, cette dernière l'accueillit avec un sourire professionnel. « Claire, je vous écoute. Vous avez l'air préoccupée. » Claire s'assit, le regard déterminé. « J'ai remarqué des incohérences dans le dossier de Julien, docteur. Il y a des examens que vous ne m'avez jamais mentionnés, des tests réalisés à des heures où j'étais présente. Et surtout, il y a un nom qui revient souvent dans ces notes, celui du docteur Tissot. » Le sourire de la neurologue se figea. Elle croisa les bras sur son bureau. « Ce nom ne devrait pas apparaître. Vous avez eu accès à ces documents comment ?»« Ce n'est pas la question, » répondit Claire d'une voix ferme. « Ce que je veux savoir, c'est pourquoi ce médecin intervient dans le cas de mon mari. Pourquoi il n'a jamais été mentionné. Et surtout, pourquoi j'ai vu quelqu'un entrer dans sa chambre cette nuit, en dehors de tout cadre officiel. » La docteure Lemoine resta silencieuse quelques secondes. Elle semblait peser ses mots. « Il arrive que certains consultants externes interviennent dans le cadre de projets de recherche. Mais je vous assure que rien n'est fait sans contrôle. Le docteur Tissot n'est plus autorisé à exercer ici depuis longtemps. Ce que vous avez vu, vous êtes certaine de ne pas avoir mal interprété ?» Claire se redressa. « Je l'ai filmé, j'ai les images, j'ai les données du moniteur. » Et j'ai vu Julien réagir. Le silence tomba. La docteure Lemoine reprit une posture plus rigide, professionnelle. « Je comprends vos inquiétudes, Claire. Je vais enquêter, mais je vous demande de ne pas tirer de conclusions hâtives. Dans l'état où se trouve votre mari, les réponses ne sont jamais simples. » Claire ne répondit pas. Elle savait désormais que la vérité ne viendrait pas d'elle. Elle devrait chercher ailleurs, par ses propres moyens. En quittant le bureau, elle croisa une jeune infirmière dans le couloir, celle-là même qu'elle avait entendue chuchoter quelques jours plus tôt. Elle s'arrêta, la fixa. « Vous saviez, n'est-ce pas? Vous saviez qu'il se passait des choses qu'on ne me disait pas. » L'infirmière détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Claire ne la força pas à répondre. Pas encore, mais elle savait qu'elle finirait par parler. Tout le monde savait quelque chose ici. Et le silence pesait autant que le mensonge. De retour dans la chambre de Julien, elle s'assit à ses côtés. Elle prit à nouveau sa main. Cette fois, elle n'espérait pas de réponse. Elle savait qu'elle devait maintenant se tourner vers l'extérieur. Trouver la clinique, trouver Tissot, car la vérité ne se trouvait plus entre ces murs, mais dans les ombres qu'on s'efforçait de lui cacher. Depuis cette confrontation, Claire ne parvenait plus à tenir en place. Son esprit travaillait sans relâche, reconstituant chaque moment, chaque mot, chaque silence. Elle repartait sans cesse vers l'avant, vers ce nom qui obsédait ses pensées, Tissot. Mais elle savait qu'il lui fallait une entrée, un accès direct à cet inconnu. Et la piste la plus évidente restait la clinique privée évoquée dans les forums médicaux, celle que Tissot aurait fréquentée. Si elle parvenait à retrouver cette clinique, elle pourrait remonter la trace de ce qui avait été fait à Julien et comprendre pourquoi tout cela lui avait été dissimulé. Le lendemain matin, elle se rendit à la bibliothèque municipale où elle travaillait. Elle ferma les rideaux de son bureau et derrière son ordinateur, commença à fouiller discrètement les archives en ligne. Elle tapait des variations de noms, clinique privée neurologie Lyon, essai neurologique privé Rhône-Alpes, laboratoire Tissot Lyon, recherche neuroplasticité clinique. Au bout de quelques heures, un nom revint plusieurs fois. Clinique Saint-Vincent, dans une commune de banlieue lyonnaise. Une ancienne adresse figurait dans un communiqué local d'il y a 3 ans, parlant d'un partenariat avec un centre de recherche neurologique non conventionnel. Rien de plus précis. Elle nota l'adresse, l'enregistrant sur un bloc-notes électronique. Elle savait qu'une première visite discrète serait nécessaire pour vérifier sur le terrain si la clinique existait encore sous ce nom ou sous un autre. Elle s'arrangea pour prendre congé en début d'après-midi. Prétextant le suivi institutionnel de dossiers documentaires, elle quitta la bibliothèque, retourna chez elle, prépara un sac modeste, une veste discrète, un téléphone de secours, une batterie portable, un carnet de notes. Elle quitta Lyon, en direction de cette clinique repérée, dans l'espoir de confirmer que le nom, l'adresse n'était pas une fausse piste. Sur la route, elle relut mentalement les quelques fragments de conversation qu'elle avait entendus dans le couloir du service hospitalier. Il ne devrait pas être dans cette chambre.
Ça va exploser quand on découvrira. Elle va être la plus affectée. » Ces mots revenaient comme un écho sinistre. Pourquoi avait-il parlé ainsi de Julien? Et de quelle découverte parlait-il? Quels étaient les risques qu'il redoutait? Elle n'avait pas les réponses, mais elle sentait que tout cela était lié au passé que Julien avait caché. Arrivée à la zone résidentielle de la clinique Saint-Vincent, elle garait sa voiture sur une rue adjacente, quelques pâtés de maisons plus loin, pour ne pas attirer l'attention. Le bâtiment n'était pas imposant. 2 étages, fenêtres nombreuses, façade aux teintes neutres, un panneau d'ailleurs presque effacé. Aucun nom visible. L'entrée principale était fermée, avec une sonnette. Elle contourna le bâtiment, examina les façades, les jardins, les portails. Une grue de maintenance était stationnée sur le côté. Des ouvriers de maçonnerie semblaient réparer une pergola. S'ils n'étaient pas liés à l'activité interne, ils représentaient une présence à surveiller. Elle s'avança vers une fenêtre au rez-de-chaussée dont les stores étaient mi-ouverts. Elle jeta un coup d'œil entre les lattes. Le hall d'accueil était presque vide. Une réceptionniste assise derrière un comptoir, un ordinateur, des rangées de brochures ternes, un panneau mural avec des certificats au mur, mais pas de nom visible sur le cadrage extérieur. Claire recula aussitôt. Son pouls s'accéléra. Elle fit demi-tour et longea le bâtiment. Elle trouva une porte de service discrète, verrouillée, des interphones de sécurité. Elle photographia l'entrée, les façades, les vitres, les bâtiments alentours. Puis, elle recula, scrutant le périmètre. Elle voulait trouver une trace d'activité, une plaque, un nom. Elle découvrit un petit panneau métallique à moitié caché derrière une haie où l'on lisait « Saint-V Recherche » et, en dessous, un numéro de téléphone partiellement effacé. Cela confirmait que la clinique existait encore, ou du moins qu'elle existait sous une forme officielle. Mais rien ne garantissait que c'était aujourd'hui l'activité de neurologie expérimentale. Le bâtiment pouvait servir à autre chose désormais. Claire notait tout dans son carnet mental et photographique, puis reprit la route vers Lyon. Une fois chez elle, elle compila ses observations. Le lieu existait bien, mais demeurait énigmatique. Elle devait maintenant trouver des archives publiques, des anciens employés, des contacts. Elle contacta un ami journaliste local, Paul Lefebvre, qui avait traité des affaires de santé publique. Elle lui envoya une esquisse de son enquête. Les photos, le nom Saint-V. Recherche, le lien possible avec le docteur Tissot. Elle lui proposa de se rencontrer en fin d'après-midi. Elle savait qu'elle aurait besoin d'un allié avec des compétences de vérification documentaire, d'investigation. Dans l'après-midi, alors qu'elle attendait Paul dans un petit café discret du centre de Lyon, elle repensa au comportement de Julien, quelques semaines avant l'accident. Il avait été silencieux, préoccupé. Une fin de journée, il était rentré très tard, sans explication. Il avait semblé agité, nerveux. Il avait reçu un appel vers 10 heures le soir, qu'il avait écourté d'un ton brusque. Claire lui avait demandé ce qu'il y avait, mais il avait simplement répondu « Rien d'important, juste du travail ». Elle avait laissé tomber. Elle n'avait pas insisté, habituée à ces phases de stress au travail. Mais maintenant, tout prenait sens. Peut-être que Julien s'était engagé dans quelque chose, dans un projet caché dont elle n'avait pas été informée. Un laboratoire privé, une recherche non autorisée. Il avait pu être mêlé à des expériences neurologiques, des stimulations cérébrales. Et si, en découvrant qu'on allait l'utiliser comme sujet, il avait voulu se retirer, ou avait menacé de parler? Peut-être que l'accident n'était pas accidentel. Lorsque Paul arriva, elle lui exposa tout ce qu'elle avait découvert, sans omettre les documents du dossier hospitalier, les anomalies, les visites clandestines, la clinique. Il l'écouta avec gravité. Il connaissait certains dossiers sensibles, des affaires étouffées de recherche médicale privée dans la région lyonnaise. Il promit de fouiller ses contacts et de vérifier les archives de la clinique Saint-Vincent. Ils convinrent de se revoir le lendemain dans le bureau de la bibliothèque municipale pour comparer les trouvailles. Le soir venu, Claire retourna à l'hôpital. Elle entra dans la chambre 312 comme si elle s'asseyait dans un sanctuaire. Julien avait l'air reposé. Peut-être parce que son corps n'avait pas admis les soubresauts de l'expérimentation, ou peut-être que quelqu'un les avait déjà atténués. Elle posa sa tête contre ses draps, lui murmura les détails de sa journée, sans attendre qu'il réponde. Elle lui parla de ses doutes, de ses découvertes, des indices. Elle s'interrompit, craignant d'induire une réaction. Elle savait qu'elle naviguait sur un terrain dangereux. Elle caressa sa main, resta silencieuse un long moment.
Le silence lui répondit encore. Mais ce silence désormais pesait moins qu'avant, parce qu'elle savait qu'elle s'approchait de la vérité. À minuit, elle quitta l'hôpital, le cœur en alerte. Le monde extérieur lui semblait maintenant teinté de secrets. Les ombres paraissaient mouvantes. Chaque détail pouvait receler un indice. Et elle sentait qu'elle ne reculerait pas. Son mari avait été un homme droit, aimant, transparent. Il n'aurait jamais accepté de faire partie d'un acte d'expérimentation sans le dire. Quelque part, le passé qu'il avait caché s'étendait devant elle comme une toile, et elle allait la défaire, fil après fil. Le lendemain matin, Claire se leva tôt, sans vraiment avoir dormi. Son esprit avait tourné toute la nuit autour des mêmes obsessions. La clinique Saint-Vincent, le docteur Tissot, et cette série de décisions que Julien avait prises sans jamais les partager avec elle. Elle avait beau chercher, fouiller dans ses souvenirs récents, aucun indice n'avait été suffisamment clair à l'époque pour qu'elle soupçonne une implication aussi grave. Et maintenant, elle était obligée de rattraper à elle seule un enchevêtrement de secrets, en se frayant un chemin dans un monde qui ne voulait manifestement pas être exposé. Elle retrouva Paul à l'ouverture de la bibliothèque, comme prévu. Ils s'installèrent dans une salle d'archives rarement utilisée, à l'écart. Il avait mené quelques recherches préliminaires durant la nuit. Rien de direct, mais plusieurs recoupements intéressants. Il lui montra un rapport du Conseil départemental de la santé datant de 2 ans, mentionnant des irrégularités financières dans la gestion de centres privés de recherche à vocation thérapeutique dans la région lyonnaise. La clinique Saint-Vincent y était mentionnée brièvement, mais sous un autre nom administratif, Centre neuro-expérimental Rhône-Alpes. Ce changement de nom avait eu lieu environ 18 mois avant l'accident de Julien. Peu de temps après, le centre avait cessé de publier ses résultats ou de soumettre des rapports aux autorités sanitaires. Claire sentit l'excitation monter. Cela confirmait ce qu'elle soupçonnait. L'endroit fonctionnait dans l'ombre sous des structures administratives difficiles à suivre, avec peu ou pas de contrôle public. Elle proposa à Paul une visite conjointe, mais il lui conseilla d'y aller seul pour éviter d'attirer l'attention. À deux, ils ressembleraient à des journalistes. Seule, elle pouvait jouer un autre rôle. En début d'après-midi, elle se rendit de nouveau à la clinique. Cette fois, elle entra par la porte principale, s'approcha du comptoir et, adoptant un ton assuré, se présenta comme Claire Morel, intéressée par un suivi thérapeutique spécialisé pour un membre de sa famille récemment sorti du coma. Elle inventa une histoire crédible. Un cousin, accident de voiture, réaction neurologique faible, besoin de suivi alternatif. La réceptionniste, jeune, probablement nouvelle, fut réceptive. Elle consulta son ordinateur, lui demanda quelques informations, puis proposa de vérifier si un médecin pouvait la recevoir rapidement. Quelques minutes plus tard, un homme en blouse grise, aux cheveux courts et à la voix monotone, l'accueillit dans un bureau impersonnel. Il se présenta brièvement comme Dr Valette, sans préciser sa spécialité. Claire resta dans son rôle, décrivant des symptômes flous, laissant volontairement place à des interprétations. Mais ce qui l'intéressait vraiment, c'était le logiciel de gestion affiché sur l'écran derrière lui. Elle parvint à apercevoir le nom d'une interface médicale ouverte où s'affichait un champ de recherche avec une liste déroulante de patients. Lorsque le médecin quitta son bureau pour répondre à un appel, elle profita de l'instant. Elle se leva, fit le tour du bureau à pas feutrés et prit une photo rapide de l'écran avec son téléphone, s'efforçant de ne pas trembler. De retour à sa place, elle écouta distraitement le discours du médecin qui parlait de thérapies alternatives, de nouvelles approches sensorielles, d'un programme personnalisé selon les profils cognitifs. Elle posa quelques questions génériques, prit une brochure puis le remercia poliment avant de quitter les lieux. Une fois dans sa voiture, elle ouvrit immédiatement l'image. Sur la capture d'écran, en haut de la liste des noms, apparaissait un certain J. Morel avec un numéro de dossier. Cela la frappa immédiatement. Ce n'était pas Julien Moreau, mais ce nom, cette initiale, cette ressemblance, une dissimulation à peine déguisée. Julien aurait pu être inscrit sous ce pseudonyme pour des raisons d'anonymat, ou pire, pour rendre sa présence invisible dans les bases de données classiques. Elle retourna immédiatement dans le centre de Lyon. Chez elle, elle téléchargea les données, agrandit l'image, observa chaque détail. L'interface médicale montrait des entrées de dossiers, datées des 5 dernières semaines. Une annotation, visible en partie, mentionnait une évaluation post-traumatique, réponse autonome confirmée,
suivi suspendu sur directive externe. Cette dernière ligne la glaça. Directive externe? Qui avait ordonné l'arrêt du suivi? Et surtout, comment cela était-il possible si Julien était en état de coma au CHU de Lyon pendant toute cette période? Un autre détail tout aussi troublant l'attendait. Dans un coin de l'image, on apercevait une miniature d'imagerie médicale. Claire l'agrandit autant que possible. L'image montrait un homme debout, de profil, à côté d'un appareil de mesure. Le visage était flou, mais la silhouette, les cheveux, la posture, tout en lui ressemblait à Julien. Et la date de l'examen, visible dans le coin supérieur droit, indiquait 3 jours auparavant. Claire lâcha son téléphone, choquée. Si c'était bien Julien sur cette image, alors il s'était tenu debout récemment dans cette clinique, alors qu'elle le veillait jour et nuit à l'hôpital, immobile, inerte. Était-ce un montage, une erreur, ou avait-il réellement été déplacé? Et si oui, pourquoi? Comment avait-on pu le transférer et le ramener sans qu'elle ne s'en rende compte? Elle tenta de rationaliser, de penser comme une enquêtrice. Il y avait des éléments clairs. Julien figurait dans cette base sous le nom de J. Morel. Des interventions avaient eu lieu récemment. Une image existait, datée, montrant une posture active. L'ensemble ne pouvait être ignoré. Claire retourna voir Paul dès le lendemain matin, lui montra la photo. Il resta un long moment silencieux. Il prit la photo, la fit analyser via un logiciel de lecture d'images. Les métadonnées du fichier montraient une date de création exacte, ainsi que l'emplacement approximatif, la clinique Saint-Vincent. Il n'y avait donc aucun doute. Ce fichier était authentique. À partir de là, les choses changèrent de tonalité. Ce n'était plus seulement une affaire de non-dit médical ou de tests discrets. C'était une manipulation concrète du dossier d'un patient, des déplacements secrets, une dissimulation de l'état réel d'un homme à sa propre famille. Paul conseilla à Claire de garder toutes les preuves en double, de ne plus se connecter à ses comptes habituels depuis chez elle, et de ne plus se rendre à l'hôpital sans précaution. Elle comprit le message. Quelqu'un, quelque part, avait un intérêt à maintenir cette mise en scène. Et ce quelqu'un savait probablement qu'elle était en train de découvrir la vérité. Elle passa la nuit à revoir chaque étape, chaque preuve, chaque trace. Une chose était certaine, elle n'imaginait pas. Julien avait été réveillé, au moins brièvement. Il avait été vu debout, il avait été suivi sous un autre nom, et désormais, elle était probablement surveillée. Mais elle n'arrêterait pas. Parce que chaque pas qu'elle faisait l'éloignait du vide et la rapprochait de l'homme qu'elle aimait. Vraiment. Le retour à l'hôpital ce jour-là fut plus lourd que d'habitude. Claire n'était plus une épouse dévastée s'accrochant à un espoir diffus. Elle devenait une femme en quête de vérité, de plus en plus certaine que ce que l'on faisait passer pour une simple tragédie médicale n'était que la façade d'un scénario bien plus complexe. Tout ce qu'elle avait découvert jusqu'ici pointait vers une manipulation méthodique, orchestrée avec une précision qui ne laissait que peu de place au hasard. Julien avait été vu debout, dans une clinique qui ne figurait dans aucun rapport officiel, sous un nom d'emprunt. Cela seul suffisait à faire s'effondrer tout le récit qui lui avait été présenté depuis 5 semaines. Elle entra dans la chambre 312 avec une tension nouvelle dans les épaules. Julien était là comme chaque jour, comme si rien n'avait changé. Mais elle n'était plus la même. Elle lui parla à voix basse, comme à son habitude, mais ses mots avaient maintenant une autre intention. Elle ne cherchait plus à combler le silence. Elle essayait de faire revenir l'homme derrière ce corps immobile. Elle lui raconta ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait découvert, les images, les dossiers, la photo. Elle lui murmura qu'elle ne laisserait personne effacer son histoire. Puis en quittant la chambre, elle croisa cette infirmière à la silhouette menue, aux yeux constamment fuyants, celle qu'elle avait entendue chuchoter dans le couloir cette nuit étrange, la toute première où les choses avaient commencé à déraper. Claire sentit son cœur accélérer. C'était le moment. Elle la suivit discrètement jusqu'à la salle de repos, attendit qu'elle s'installe, seule, puis entra derrière elle et referma la porte. L'infirmière sursauta légèrement, surprise. Claire ne parla pas tout de suite. Elle s'assit face à elle sans détourner les yeux. « Je sais que vous m'avez caché quelque chose. » L'infirmière voulut répliquer, mais Claire la coupa. « Ce que j'ai entendu l'autre nuit n'était pas une discussion banale. Vous avez parlé de mon mari de manière très claire. Et maintenant, j'ai des preuves qu'il a été vu ailleurs, debout, après être tombé dans le coma, dans une clinique qui travaille dans l'ombre. Alors je vais vous poser une seule fois la question,
et j'espère que vous comprendrez pourquoi je dois avoir une réponse. Qu'est-ce que vous savez exactement? Le silence tomba dans la petite pièce. L'infirmière baissa les yeux, triturant le coin d'une serviette en papier posée sur la table. Puis, dans un souffle à peine audible, elle murmura « Je ne devrais pas en parler, je risque gros. Mais je crois que vous avez déjà compris l'essentiel. » Claire laissa le silence s'installer, incitant à la suite. L'infirmière reprit, plus distinctement « Julien a été transféré, brièvement, dans une unité spéciale du sous-sol. Ce n'est pas une unité officielle. Elle est appelée cellule expérimentale dans nos registres internes. Très peu de personnel y a accès. Moi, j'ai été appelé une fois pour aider à une préparation logistique. C'était il y a 3 semaines. » Claire se pencha, tendue. « Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas » L'infirmière reprit « Il a été réveillé pas longtemps. Je ne sais pas comment. Il avait l'air confus, agité. Il a parlé. Il a demandé à voir quelqu'un. Il a dit que ce qu'on lui faisait était illégal, qu'il avait des informations. Puis, quelques heures plus tard, il a été replacé ici, dans sa chambre, comme si rien ne s'était passé. Officiellement, il n'a jamais quitté le service. » Claire se redressa, le souffle coupé. L'infirmière poursuivit, visiblement bouleversée de revivre cette scène. « On nous a interdit d'en parler. On nous a fait signer un avenant de confidentialité. On nous a dit que c'était pour protéger un projet en cours, que c'était sous autorité externe, au plus haut niveau. Mais ce n'est pas tout. » Elle s'arrêta, visiblement hésitante. Claire l'encouragea du regard. Ils ont effacé ces signes de reprise. Dans le dossier électronique, même les notes vocales de l'intervention ont disparu. Tout a été modifié comme s'il n'y avait jamais eu de réveil. Mais moi, je l'ai vu. Il m'a regardé. Il a essayé de se lever. Et il a dit votre nom. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. Elle devait rester claire, lucide. Pourquoi avoir caché ça? Pourquoi le replonger dans cet état? Parce qu'il avait parlé. Parce qu'il avait dit des choses qu'il ne devait pas savoir. Il avait compris qu'il servait à quelque chose. Qu'il était une pièce dans un projet plus large. Il a mentionné Tissot. Il a dit que ce n'était pas la première fois que ça arrivait ici. Qu'il avait vu d'autres patients subir la même chose. Et qu'ils n'étaient pas tous revenus. Claire se leva, le souffle court. Ce qu'elle redoutait était maintenant confirmé. Non seulement Julien avait été éveillé, mais il avait été conscient de ce qui se passait. Il avait compris, sans doute trop tard, qu'on l'avait utilisé à son insu, qu'il faisait partie d'un programme de recherche qui dépassait de loin le cadre du soin médical. Et cela expliquait pourquoi tout avait été dissimulé. « Merci de m'avoir dit la vérité », dit-elle enfin à l'infirmière. « Je ne vous demanderai rien d'autre, mais ce que vous venez de faire, vous avez empêché qu'on efface tout. » Elle quitta la salle sans se retourner, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle savait désormais que Julien n'était pas une victime passive. Il avait tenté de parler. Il avait voulu la prévenir, même dans la confusion. Et ils avaient tenté d'effacer cette tentative. En sortant de l'hôpital, Claire appela immédiatement Paul. Elle lui raconta tout. Il lui répondit d'une voix grave qu'il avait lancé des recherches supplémentaires sur le docteur Tissot et que certains anciens collaborateurs de la clinique semblaient avoir disparu des radars. Il lui parla aussi d'un nom qui revenait de manière récurrente, Projet Nova, un terme flou, jamais cité dans les publications officielles, mais mentionné dans certains échanges entre chercheurs indépendants. Ils décidèrent de se retrouver le soir même. Ce que Claire savait maintenant, c'est que Julien n'était pas seulement l'objet d'un protocole expérimental. Il en avait été témoin. Il avait vu d'autres patients. Il avait compris l'ampleur du projet et il avait voulu dénoncer ce qu'il apprenait. C'était peut-être cela qui avait déclenché ce que l'on avait fait passer pour un accident. Un hasard calculé pour faire taire une voix qui en savait trop. Et désormais, cette voix, même réduite au silence, parlait à travers elle. Les révélations de l'infirmière avaient plongé Claire dans un état de vigilance extrême. Elle passait désormais ses journées à surveiller les moindres détails, ses nuits à trier les preuves et à remonter chaque fil menant à Julien, au docteur Tissot, à la clinique, aux expérimentations. Elle savait qu'elle ne pouvait plus faire confiance à personne dans l'hôpital. Tout le système semblait bâti sur le silence, les secrets et l'effacement. Et Julien, dans ce chaos organisé, avait été réduit à un objet d'étude, un numéro, une variable dans un tableau de données. Mais l'aveu de l'infirmière avait aussi allumé une autre alerte dans l'esprit de Claire. Si Julien avait été conscient, même brièvement, et s'il avait compris ce qui lui arrivait, alors il avait pu laisser une trace, un message,
Une preuve. Peut-être quelque chose enregistré avant l'accident. Elle se rappela soudainement qu'il utilisait régulièrement une application de dictée vocale sur son téléphone, qu'il y enregistrait parfois des mémos pour son travail, ou même des pensées à la volée, lorsqu'il n'avait pas le temps d'écrire. Sans perdre de temps, elle se rendit chez elle, récupéra l'ancien téléphone de Julien, celui qu'il utilisait avant l'accident. Elle l'avait rangé dans une boîte avec ses affaires personnelles, sans y toucher depuis. Elle le mit en charge, le ralluma, et chercha dans les dossiers audio. Il y avait des dizaines de fichiers, la plupart anodins, liste de courses, rappels professionnels, enregistrements de cours en ligne. Elle les passa un par un, patiemment, écoutant chaque fragment de voix. Puis elle tomba sur un fichier sans titre clair, daté de la veille de l'accident. Il avait été enregistré en début de soirée, quelques heures avant que Julien ne prenne son vélo. Le cœur battant, elle lança la lecture. La voix de Julien résonna, nerveuse, saccadée. Il semblait parler dans un endroit clos, probablement son bureau. « Si tu trouves cet enregistrement, c'est que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. J'ai hésité à t'en parler, Claire, mais je crois que je suis allé trop loin. J'ai rencontré Tissot il y a 3 mois dans le cadre d'un projet sur la stimulation neuronale. Il cherchait des volontaires, des gens en bonne santé pour des tests de synchronisation sensorielle. Au début, c'était simple. Juste des examens, des capteurs, rien de risqué. Puis, petit à petit, les séances sont devenues plus étranges, plus intrusives. J'ai vu des choses. Le fichier s'interrompit un instant, comme si Julien avait hésité à continuer. Puis sa voix reprit, plus basse. Ils m'ont parlé de patients qui n'étaient pas consentants, des gens en coma, en état végétatif. Ils disaient que leur travail pourrait les réveiller, mais ils n'avaient aucune autorisation. J'ai vu des vidéos, des documents, des résultats troublants, et j'ai voulu me retirer. Tissot m'a dit que ce n'était plus possible, que j'en savais trop. Il m'a dit de me taire, et ce matin, j'ai l'impression d'être suivi. Si quelque chose m'arrive, cherche Tissot, cherche Saint-Vincent. Ils sont en train de créer quelque chose qu'ils ne contrôlent pas, et ils ne reculeront devant rien pour le cacher. La voix s'arrêta. Claire resta figée. Elle écouta à nouveau. Chaque mot confirmait ses pires craintes. Julien n'était pas simplement une victime collatérale, il était devenu un danger pour un système, un témoin gênant, quelqu'un qui avait vu ce qu'il ne devait pas voir, et quelqu'un, quelque part, avait décidé de le faire taire. Elle copia le fichier, le sécurisa dans plusieurs espaces de stockage en ligne, le transmit à Paul. Il répondit immédiatement, abasourdi. Ce n'était plus une simple présomption. Ils avaient maintenant une preuve directe, enregistrée par Julien lui-même. Une preuve de l'existence des tests, de la pression exercée par Tissot, de l'absence de consentement des autres patients. Mais cette découverte s'accompagna d'un autre effet, plus inquiétant. Dans les jours qui suivirent, Claire eut l'impression persistante d'être observée. Lorsqu'elle quittait l'hôpital, une voiture noire apparaissait souvent au coin de la rue. Lorsqu'elle rentrait chez elle, un homme stationnait parfois dans une voiture sans plaque à l'avant. Une fois, elle trouva la boîte aux lettres entr'ouverte, sans qu'aucune lettre n'ait été volée. Elle en parla à Paul, qui la mit en garde. Il touchait à quelque chose de très sensible. Ce genre d'expérience, financée en partie par des fonds privés, échappait aux circuits habituels de la santé publique. Elles étaient souvent protégées par des structures légales opaques, des accords entre cliniques, des soutiens politiques discrets. Il lui conseilla de ne plus se déplacer seule, de crypter ses communications, de prendre des précautions. Claire se résolut alors à adopter une nouvelle méthode. Ne jamais suivre 2 fois le même itinéraire, changer régulièrement de numéro de téléphone, utiliser des outils numériques sécurisés. Elle savait que la surveillance pouvait être réelle. Et si elle était suivie, cela signifiait que les personnes qu'elle cherchait à exposer savaient déjà qu'elle en savait trop. Elle se rendit une nouvelle fois dans la chambre de Julien, s'assit à ses côtés et lui fit écouter l'enregistrement. Il ne réagit pas même un mouvement. Mais elle insista. Elle le lui fit entendre encore. Elle se pencha vers lui parla doucement. « Tu n'as pas parlé pour rien, Julien. Tu as eu le courage de laisser une trace. Et maintenant, c'est moi qui vais faire le reste. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais dire ce que tu as vu. Je vais raconter ce qu'ils ont voulu cacher. » Puis, elle posa sa main sur la sienne, plus fermement qu'à l'habitude. Et cette fois encore, elle sentit un frémissement. Léger, mais suffisamment réel pour que ses doigts se tendent. Elle ne cria pas. Elle ne chercha pas à appeler qui que ce soit. Elle resta là, immobile, concentrée, connectée
à ce geste infime. Et elle sut au fond d'elle que Julien l'avait entendue. À partir de ce moment, elle ne se contenterait plus de collecter des preuves. Elle allait les utiliser, faire du bruit, forcer l'extérieur à voir ce que l'hôpital s'acharnait à enterrer. Car maintenant, elle n'était plus seule. Elle avait sa voix, elle avait sa vérité. Et elle avait Julien, même dans le silence. Le fichier audio de Julien avait été le catalyseur d'une prise de conscience brutale. Ce n'était plus une simple affaire personnelle, ni même une tragédie médicale. C'était un scandale de santé publique, une conspiration bien rodée, mêlant silence institutionnel, intérêt privé et détournement de procédures médicales. Et maintenant que Claire avait ce document, elle savait qu'elle devait choisir, fuir ou agir, se cacher ou confronter. Elle choisit la confrontation. Le jour même, elle demanda un rendez-vous avec la direction du centre hospitalier de Lyon-Sud. Elle invoqua la nécessité de discuter d'irrégularités administratives concernant le traitement de son mari. Elle insista avec fermeté, sans agressivité. Elle n'était plus l'épouse désespérée. Elle était une femme en possession de preuves. L'administration accepta un créneau pour le lendemain matin. Claire se prépara avec minutie. Elle organisa tous ses fichiers, imprima des copies des images prises à la clinique, lista les anomalies dans le dossier médical de Julien, compila les dates des visites nocturnes et, surtout, conserva 3 versions du fichier audio de Julien sur des supports différents. Elle savait que si cette réunion tournait mal, elle aurait besoin de transmettre rapidement l'ensemble à des journalistes, voire à des avocats. Le matin venu, elle fut reçue par le directeur général de l'hôpital, M. Renaud Lavigne, accompagné de 2 autres responsables administratifs et d'un avocat de l'établissement. Le cadre de la réunion était froid, protocolaire. Aucun mot de trop. Claire resta droite, ses documents soigneusement empilés sur la table. Elle ouvrit la réunion sans détour. « Je suis ici parce que le dossier de mon mari, Julien Moreau, a été modifié. J'ai les preuves que certaines de ces données ont été effacées. J'ai découvert qu'il a été suivi sous un autre nom, dans une clinique extérieure. Et j'ai une preuve enregistrée de sa voix, la veille de l'accident, confirmant qu'il avait connaissance de pratiques illégales au sein d'un protocole expérimental non autorisé. » Un silence tendu suivit ces mots. Personne ne l'interrompit. Elle continua. « Je vous demande une explication officielle. Pas demain. Maintenant. Parce que si je n'obtiens pas de réponse claire, j'enverrai tout cela à la presse. » Le directeur croisa les mains devant lui, la regarda longuement. Puis, contre toute attente, il se pencha légèrement vers elle et parla d'une voix basse, maîtrisée. « Madame Moreau, ce que vous venez d'évoquer relève d'un niveau de confidentialité qui dépasse largement ce service. Oui, votre mari a été impliqué dans un protocole expérimental. Et non, ce protocole n'a pas été entièrement validé par les autorités de santé, mais il n'a pas été mis en place par nous. Nous avons obéi à une directive externe, couverte par un partenariat privé. » Claire sentit son estomac se nouer. Il venait d'admettre l'implication, mais ce n'était pas tout. Le docteur Tissot, poursuivit-il, était autrefois neurologue ici. Il a quitté nos effectifs après une enquête interne, à la suite d'activités contraires à l'éthique médicale. Mais il a conservé des accès, soutenus par des accords de recherche que nous n'avons pas le pouvoir de révoquer. Certains patients ont été intégrés à ces programmes sans notre accord explicite. Julien Moreau en faisait partie. Nous l'avons appris trop tard, et nous avons été sommés de ne pas divulguer cette information sous peine de poursuite. Claire le fixa, incrédule. Ce n'était pas une erreur isolée. C'était un système de compromission généralisé. Et l'accident? Vous allez aussi me dire qu'il était une coïncidence? Le directeur soupira. Nous n'avons aucune preuve que cet accident ait été provoqué. Officiellement, il s'agit d'un accident de la circulation. Mais officieusement, beaucoup ici pensent que Julien a été réduit au silence avant qu'il ne parle, et qu'on a tenté d'effacer les traces ensuite. Le mot « réduit » résonna longtemps dans la pièce. Claire se pencha à son tour. Alors pourquoi continuer à mentir? Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité? Parce que la vérité, Madame Moreau, dans ce genre de situation, ne protège personne, ni vous, ni nous, ni même votre mari. Ce que vous avez découvert est dangereux. Il y a des intérêts en jeu que vous ne soupçonnez pas. Des investisseurs, des laboratoires, des chercheurs avec des ambitions qui dépassent largement notre petit monde hospitalier. Elle sentit une colère froide l'envahir. Et donc, on sacrifie des gens? On les laisse dans le coma pendant qu'ils ont peut-être déjà crié au secours?
On les efface de leur propre vie ?» Le directeur ne répondit pas. Il la regarda simplement, comme s'il reconnaissait sa part de responsabilité sans pouvoir s'y opposer. Puis il ajouta plus bas: « Vous devriez partir, vous avez déjà trop vu. Ce n'est pas une menace, c'est un conseil. » Claire récupéra ses documents, se leva. « Je ne partirai pas. Vous n'avez pas le droit de me demander ça. » Elle quitta la salle sans un mot de plus. À peine dehors, elle composa le numéro de Paul. Elle lui raconta tout. Il lui confirma qu'il préparait déjà une série d'articles, mais lui aussi avait reçu des avertissements. Il avait reçu un appel anonyme, la veille, le prévenant qu'il valait mieux laisser dormir les vérités dangereuses. Claire n'en fut pas surprise. Elle savait que la pression ne ferait que s'intensifier, que désormais sa vie était en jeu. Elle se savait suivie, ses communications probablement surveillées, mais elle refusait de céder. Elle avait en main les fragments d'un puzzle qu'on avait voulu cacher sous une montagne de procédures et de silence. De retour à l'hôpital, elle passa voir Julien. Elle s'assit auprès de lui plus déterminée que jamais. « Ils ont peur de toi », murmura-t-elle. « Ils ont peur de ce que tu sais, de ce que tu as vu, de ce que tu voulais dénoncer. Mais moi, je n'ai plus peur, parce que je sais que tu es toujours là. Je sais que tu m'entends, et je sais qu'on peut encore les arrêter. » Cette fois, elle resta longtemps à ses côtés. Elle n'attendait plus de miracle. Elle attendait l'instant où tout basculerait, parce qu'elle sentait au plus profond d'elle que le mur du silence commençait à se fissurer, et que derrière lui, la vérité, même partielle, n'attendait qu'une dernière étincelle pour exploser au grand jour. Depuis cette réunion, Claire sentait que le point de rupture était proche. La vérité ne pouvait plus rester enfermée. Elle avait en main des preuves, des aveux, un enregistrement, des données médicales falsifiées et la confirmation directe du directeur que Julien avait bien été intégré à un protocole illégal. Elle n'avait pourtant pas prévu ce qui allait se produire le lendemain. Ce jour-là, elle se rendit comme toujours dans la chambre 312, l'esprit plein de scénarios sur les prochaines démarches à suivre. La plainte judiciaire, l'ouverture d'un dossier public avec Paul, la divulgation à la presse. Elle réfléchissait à tout cela en marchant dans le couloir sans se douter que la pièce qu'elle allait ouvrir ne serait plus jamais la même. Dès qu'elle entra, elle le sentit. L'atmosphère avait changé, pas dans le sens symbolique, physiquement. L'air n'était pas aussi lourd, les machines n'émettaient pas les mêmes sons, et surtout Julien n'avait plus la même expression. Elle cligna des yeux, s'approcha lentement. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, mais elle se força à garder le contrôle. Elle le regarda. Ses yeux n'étaient plus complètement clos, à peine entr'ouverts, comme si les paupières pesaient encore trop. Mais ce n'était pas un réflexe, ce n'était pas involontaire. Julien fixait un point imprécis du plafond, les pupilles lentes mais orientées. Claire s'effondra sur le siège à côté du lit, s'accrocha à son bras, murmura son nom. Julien cligna lentement des paupières, puis sa main, posée sur la couverture, remua faiblement. Elle n'osa pas crier ni appeler qui que ce soit. Elle savait qu'un mouvement de panique ferait venir l'équipe médicale, et elle voulait garder ses premiers instants pour elle, au calme. Elle caressa sa joue, sentit une légère contraction dans les muscles, puis elle l'entendit. Un son presque imperceptible, un murmure, une tentative de parler. Elle se pencha, colla son oreille à ses lèvres. « Claire, il t'observe. » Elle recula légèrement, sidérée. Il avait parlé. Julien avait parlé. Et ses premiers mots n'étaient ni une plainte, ni une supplication, ni un mot d'amour. C'était un avertissement. Elle l'interrogea doucement en murmurant « Qui m'observe ? Qu'est-ce que tu sais, Julien ? Dis-moi ce qu'il s'est passé. » Mais il ferma les yeux à nouveau, trop faible pour continuer. Son visage trahissait une fatigue extrême, comme s'il avait lutté depuis des heures pour sortir de son silence. Claire appuya sur le bouton de surveillance. Une infirmière arriva rapidement. Elle examina Julien, nota le changement, puis appela la docteure Lemoine. Quelques minutes plus tard, celle-ci entra dans la chambre, visiblement informée, mais son comportement ne fut pas celui qu'attendait Claire. Au lieu de se réjouir du réveil, la médecin resta froide, presque contrariée. Elle s'approcha du lit, prit quelques notes, observa Julien sans un mot, puis ordonna qu'on limite les visites pour la journée. Claire protesta. « Il a parlé, il m'a regardé, il sait des choses. Il vous a reconnu. » La docteure Lemoine leva un sourcil, visiblement surprise. « Il a parlé ? Que vous a-t-il dit exactement »
Claire hésita. Elle savait que chaque mot pouvait être utilisé contre eux. Mais elle se risqua à une demi-vérité. Il m'a appelé par mon prénom. Il m'a dit qu'il me voyait. Le moine nota cela sans commentaire, puis se tourna vers l'infirmière. Surveillez ses constantes toutes les 30 minutes. Si son état se dégrade, on augmente la sédation. Claire intervint. Comment ça, augmenter la sédation? Il se réveille à peine. Ce genre de réveil peut provoquer des réactions violentes. Il faut éviter qu'il s'agite, qu'il délire. Nous devons contrôler le processus. Claire ne dit rien. Elle comprenait que Julien, par sa simple reprise de conscience, représentait une menace directe. Il devenait un témoin, et elle, un obstacle. Une fois le moine parti, Claire attendit que la pièce soit vide pour s'approcher de Julien à nouveau. Elle lui murmura qu'elle savait tout. Qu'elle avait découvert le nom de Tissot, la clinique, les expériences, les documents modifiés. Elle vit alors ses doigts bouger très légèrement. Une réponse faible, mais claire. Il l'entendait. Il comprenait. Elle savait qu'il n'aurait pas longtemps avant que tout soit à nouveau verrouillé. Elle sortit de la chambre et se dirigea vers l'infirmerie où elle trouva l'une des soignantes qu'elle avait vues plusieurs fois au chevet de Julien. Elle la prit à part, lui parla directement. « Il s'est réveillé, il m'a parlé. Et maintenant, ils veulent l'endormir à nouveau. Aidez-moi, je vous en supplie. » L'infirmière, visiblement mal à l'aise, regarda autour d'elle. Puis, à voix basse, elle répondit « Je peux vous donner 1 heure. Ce soir, après 23 heures. Je suis de garde, mais vous devrez partir discrètement et ne pas revenir avant qu'on vous contacte. » Claire n'eut besoin de rien d'autre. Elle passa le reste de la journée à préparer leur départ. Elle contacta une amie d'enfance, Hélène, vivant dans une maison isolée près d'Annecy. Une ancienne compagne d'université, discrète, de confiance. Elle accepta immédiatement de les héberger. Paul fut informé du plan, mit en place un dispositif de relais de données au cas où Claire ou Julien disparaîtraient. Elle envoya les fichiers les plus sensibles à une boîte mail cryptée, avec une consigne de publication automatique si elle ne se manifestait pas dans les 72 heures. À 23h45, Claire retourna à l'hôpital. L'infirmière l'attendait. Elle l'introduisit discrètement par la porte arrière du service, l'accompagna jusqu'à la chambre. Julien était éveillé, faiblement, mais éveillé. Ses yeux bougeaient, ses lèvres tremblaient. Il reconnut Claire immédiatement. Elle l'aida à se lever. Le processus fut lent, difficile. Son corps était encore faible, mais il tenait debout. L'infirmière leur fournit un fauteuil roulant, des vêtements simples, quelques médicaments. Ils quittèrent l'hôpital par un couloir de service, traversèrent un passage technique jusqu'à la sortie arrière, où Claire avait garé une voiture banalisée. Ils roulèrent en silence, Julien à moitié allongé sur le siège passager, endormi par la fatigue. Elle le couvrit, le surveilla. Les larmes aux yeux, elle réalisait ce qui venait de se produire. Ils avaient fui, ensemble. Et pour la première fois depuis des semaines, Julien n'était plus un corps allongé, un dossier, une victime. Il était un homme debout, un homme vivant. Mais elle savait que cette liberté fragile ne durerait pas, que ce qu'ils détenaient valait plus que leur sécurité, et que l'éveil de Julien, aussi miraculeux soit-il, n'était que le début d'un affrontement bien plus vaste. Car maintenant, ils allaient devoir tout raconter. Et ce qu'ils avaient à dire pouvait faire tomber bien plus que des médecins. La route entre Lyon et Annecy semblait interminable. Chaque mètre parcouru paraissait voler du temps à un système prêt à les rattraper. Claire conduisait avec prudence, évitant les axes principaux, utilisant des itinéraires secondaires, contournant les zones de vidéosurveillance urbaine qu'elle avait mémorisées après ses discussions avec Paul. Julien, installé dans le siège passager, restait silencieux, les yeux à demi ouverts, conscient par moments, sombrant dans une somnolence intermittente. Il n'avait pas encore retrouvé sa voix pleinement, mais il tenait sa main, et cela suffisait pour qu'elle garde le cap sans fléchir. Arrivés aux abords d'Annecy peu avant 6 heures du matin, ils quittèrent la route principale pour s'enfoncer dans une zone semi-rurale où les maisons étaient espacées, dissimulées par des haies épaisses ou des murs de pierre. Hélène habitait là depuis quelques années, après avoir quitté Paris et ses hôpitaux publics. Claire et elle s'étaient perdues de vue, mais n'avaient jamais coupé le lien. Quand Claire l'avait appelée pour la première fois, 2 jours plus tôt, sa réaction avait été immédiate. « Dis-moi ce que je dois faire. » La maison d'Hélène était modeste, mais discrète. Un terrain boisé entourait l'habitation, sans voisins directs. Une clôture basse, un vieux portail manuel, un jardin mal entretenu.
Parfait pour passer inaperçu. Claire se gara à l'arrière, coupa le moteur. Hélène ouvrit immédiatement la porte d'entrée. Elle n'avait pas posé de questions, n'avait pas demandé de détails. Elle aida Claire à faire entrer Julien, installé sur un petit fauteuil roulant que l'infirmière leur avait fourni. Elle les installa dans une chambre d'amis, referma les rideaux, baissa la lumière, apporta de l'eau et des vêtements propres. Puis elle les laissa seuls, sans un mot de trop. Ce n'est qu'en fin de matinée que Julien put articuler une phrase complète. Il était allongé, couvert de sueur, mais les yeux ouverts, lucide. Claire s'assit à ses côtés, le carnet de notes dans une main, son téléphone dans l'autre. Elle avait besoin qu'il parle, et lui savait que le moment était venu. « Je n'ai pas tout compris », murmura-t-il, « mais je me souviens. La clinique, les examens, les questions. Ils ne disaient pas tout, mais j'ai vu des choses. J'ai vu des patients en salle de test. Branchés à des machines, ils étaient comme moi, mais eux, ils ne se sont jamais réveillés. » Claire sentit une boule dans sa gorge. Elle lui demanda de continuer, sans l'interrompre. « On m'a proposé d'entrer dans un programme pour contribuer à la science, qu'il disait. J'étais curieux, j'ai accepté. Tissot m'a dit que c'était sans danger. Des tests sensoriels, des stimulations par impulsion, d'abord sur des personnes saines, puis sur des patients en coma. Ils m'ont montré des résultats impressionnants. Mais je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi secret. » Il fit une pause, reprit son souffle. « Un jour, j'ai vu une liste de noms, des patients. Il y avait des annotations. Testés, non réactifs, perte totale. Et puis, retenu. Ce mot revenait souvent. J'ai compris que certains restaient là pour toujours, pas par choix. Ils étaient gardés comme des sujets. Tissot disait que c'était temporaire, que c'était pour la science. Mais moi, j'ai compris qu'ils utilisaient ces corps comme des laboratoires vivants. » Claire nota tout sans bouger. « J'ai voulu partir. Ils m'ont dit que j'avais signé, que je ne pouvais plus, que je savais trop de choses. » Tissot a changé de ton. Il était nerveux. Il m'a dit que je pouvais être un élément clé, mais je ne voulais pas continuer. Et puis, il y a eu cet après-midi, j'ai senti qu'on me suivait. Et ce soir-là, l'accident. Claire se pencha vers lui. « Tu crois qu'ils t'ont poussé ?»« Non, pas poussé, mais surveillé, quelqu'un m'a suivi. Et je ne sais pas si l'accident était provoqué, mais ce que je sais, c'est que personne n'est venu m'aider tout de suite. Il y avait une voiture noire, garée à distance. Je l'ai vue juste avant de tomber. Et après, plus rien. » Il ferma les yeux, épuisé. Claire resta là, silencieuse, digérant chaque mot. Elle comprenait maintenant l'enchaînement des faits. Julien avait été enrôlé, comme beaucoup d'autres, dans une opération de recherche clandestine, dont les objectifs dépassaient les protocoles médicaux légaux. Il avait compris trop tard, tenté de se retirer, puis été neutralisé. Pas avec une balle, pas avec un poison, mais par une mise en coma prolongée, une forme moderne d'effacement. Le soir venu, Hélène les rejoignit autour d'un repas léger. Elle écouta sans interrompre les éléments de l'histoire, visiblement choquée, mais résolue à aider. Elle proposa de contacter un avocat qu'elle connaissait, discret, spécialisé dans les affaires médicales sensibles. Claire accepta. Paul, de son côté, travaillait toujours sur la mise en forme des preuves. Il préparait une série de documents, prêts à être remis à des rédactions nationales. Il leur restait peu de temps. La fuite de Julien serait découverte. L'hôpital ne tarderait pas à déclencher une procédure de signalement. Dans la nuit, alors que Claire veillait sur Julien, il reprit la parole d'une voix plus faible. « Ils vont essayer de tout enterrer. Même toi. Tu sais ce que j'ai vu, ce qu'ils font. S'ils nous trouvent, ils feront disparaître les preuves. C'est pour ça qu'on doit tout raconter. Mais pas maintenant. Pas tant qu'on n'aura pas sécurisé ce qu'on a. » Julien la regarda longuement. Il y avait une femme dans la clinique, une patiente. Je crois qu'elle a réagi au test, mais elle avait été déplacée. Après ça, Tissot a changé. Il avait peur. Il parlait de seuil critique, de réversibilité impossible. Claire hocha lentement la tête. Cette femme pouvait être une clé, une autre victime, peut-être encore en vie, ou au contraire disparue dans les méandres du système. Elle nota ce détail, ajouta le nom approximatif que Julien pensa se rappeler. Chaque fragment comptait. Elle passa la fin de la nuit à organiser les données sur son ordinateur, à créer un réseau de sauvegarde. Elle savait que le temps jouait contre eux, mais elle savait aussi que cette fois, ils n'étaient plus seulement victimes. Ils devenaient les porteurs d'un dossier qui pouvait faire tomber une structure entière, et que ce qu'ils allaient révéler pouvait enfin
mettre un terme à des années de silence, de peur et de manipulation. Lorsque Claire ouvrit les volets ce matin-là, la lumière d'octobre baignait la campagne autour d'Annecy d'un éclat limpide. Julien dormait encore, mais son visage n'était plus celui d'un homme enfermé dans un silence imposé. Il respirait paisiblement, les traits détendus. Depuis leur fuite, son état s'était stabilisé. Hélène s'occupait de lui avec une bienveillance constante, le soutenant dans les gestes du quotidien, l'aidant à reprendre doucement possession de son corps, tandis que Claire, elle, consolidait les preuves, organisait les contacts, préparait la révélation. Le dossier qu'elle avait constitué avec Paul comptait désormais plus de 300 pages. Extraits de dossiers médicaux modifiés, photos de l'écran de la clinique, copies d'emails internes, témoignages oraux enregistrés et surtout l'enregistrement de Julien. Ce fichier audio restait la pièce centrale. La voix d'un homme lucide, terrorisé mais déterminé, décrivant les dérives d'un système que trop de gens avaient intérêt à garder dans l'ombre. Paul avait pris contact avec un journaliste d'investigation reconnu, affilié à un grand quotidien national. L'homme, prudent, avait exigé une rencontre en personne. Claire accepta. Elle se rendit à Paris, laissant Julien aux soins d'Hélène. Dans une salle privée d'un petit hôtel, elle présenta l'intégralité du dossier. Le journaliste écouta, lut, questionna. Au bout de 3 heures, il se leva et lui dit simplement « Ce que vous avez là, ça va secouer tout un ministère. » Il fallut 2 semaines pour que l'enquête soit publiée. Le journal sortit un dossier en 3 volets. Le premier exposait les preuves de protocoles médicaux non autorisés pratiqués sur des patients inconscients dans plusieurs cliniques privées en lien avec l'ex-hôpital de Lyon-Sud. Le deuxième article révéla l'existence du docteur Antoine Tissot, neurologue radié du Conseil de l'Ordre, réapparu dans des programmes financés par des fonds européens via des structures opaques. Le troisième, le plus explosif, était centré sur Julien Moreau. Il portait un titre simple, « L'homme qu'on a voulu faire taire ». La réaction fut immédiate. Le ministère de la Santé convoqua une conférence de presse d'urgence. L'hôpital de Lyon-Sud fut placé sous inspection administrative. Le nom de la clinique Saint-Vincent réapparut dans tous les médias. Des perquisitions furent lancées. Plusieurs anciens collaborateurs du centre de recherche furent interrogés. Une enquête judiciaire fut officiellement ouverte pour expérimentation médicale non autorisée sur personnes vulnérables, falsification de documents officiels et mise en danger de la vie d'autrui. Mais comme l'avait redouté Claire, tout ne fut pas aussi net. Le docteur Tissot restait introuvable. Officiellement en déplacement à l'étranger depuis plusieurs mois, son nom ne figurait sur aucune liste de vol, aucun registre d'hôtel. Il avait disparu. Et ceux qui étaient restés n'étaient, pour la plupart, que des exécutants, assistants médicaux, administrateurs intermédiaires, techniciens. Beaucoup d'entre eux affirmèrent avoir agi sous pression, avoir reçu des ordres directs, sans jamais savoir l'ampleur réelle du projet. Ils furent suspendus, mis en examen pour certains, mais très peu incarcérés. La docteure Lemoine, quant à elle, fut démise de ses fonctions. L'enquête révéla qu'elle avait couvert les actions de Tissot, signé des rapports frauduleux et participé activement à l'effacement des preuves. Lors de son audition, elle déclara avoir été prise au piège entre la pression hiérarchique et la peur de perdre son poste. Ces déclarations provoquèrent un choc dans la communauté médicale, déjà ébranlée par l'ampleur du scandale. Elle fut placée en détention provisoire dans l'attente de son procès. Claire, pendant ce temps, resta éloignée de tout. Elle suivait les actualités de loin, protégée par le silence d'Hélène, entourée par un petit cercle d'amis sûrs. Julien reprenait des forces. Lentement, il recommençait à marcher seul sur de courtes distances. Sa parole revenait par fragments, parfois hésitante, parfois claire. Mais ce qui frappait Claire, c'était son regard. Il n'était plus celui d'un homme enfermé dans le doute. C'était celui de quelqu'un qui savait ce qu'il avait traversé et qui en était revenu. 1 mois après la publication de l'enquête, Claire reçut un appel du journaliste. Ils vont clore une partie de l'enquête. Le parquet estime que certaines accusations ne pourront pas être prouvées faute de témoins directs. Plusieurs dossiers sont classés sans suite, mais le public sait, et c'est en grande partie grâce à vous. Elle resta silencieuse un moment, puis répondit « Ce n'était pas pour moi, c'était pour lui, et pour tous les autres qu'ils ont réduits au silence. » Elle raccrocha, alla rejoindre Julien dans le jardin. Il était assis sous le vieux cerisier, emmitouflé dans une couverture. Il leva les yeux vers elle.
Elle s'assit à ses côtés, en silence. Le vent d'automne faisait frissonner les feuilles. Le calme régnait, pas le calme du vide, le calme d'après la tempête. Elle regarda les collines au loin, se rappelant du couloir du service, des néons froids, du lit d'hôpital, du moment exact où elle avait cru que tout était terminé. Mais au contraire, tout avait commencé là. Ce jour-là, quand deux infirmières avaient murmuré une phrase que personne d'autre n'aurait entendue. Deux phrases qui avaient brisé l'illusion, qui l'avaient forcé à se lever, à chercher, à affronter. Elle serra la main de Julien. On ne les a pas tous arrêtés, mais on les a empêchés de continuer. Il acquiesça faiblement. Il n'avait pas besoin de mots. Leur silence valait désormais 1000 fois plus que tout ce qu'on avait essayé de leur arracher. Dans ce coin perdu de Haute-Savoie, loin des projecteurs, loin des caméras, loin de l'agitation judiciaire, ils avaient reconstruit ce qui comptait. Une vérité, même partielle, une justice, même imparfaite, et une vie, cette fois, libre.